Eh bien, vous avez probablement vu le discours de Marco Rubio à Munich. C'était très impérialiste. Je veux dire, il s'est plaint de la perte des empires européens, fier d'être présent dans le monde entier, tout cela ayant disparu après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, j'ai trouvé cela un peu étrange, car l'hypothèse semblait être que nous n'allions pas nous excuser d'avoir jeté toutes ces règles et ces faux-semblants libéraux, parce qu'il faut inverser notre déclin. Nous allons simplement utiliser une force extrême afin de restaurer l'Empire. Si seulement c'était aussi simple. Le problème, c'est que si l'on frappe trop fort, si l'on devient trop agressif, alors le reste du système international commencera à s'équilibrer collectivement contre vous. On appelait autrefois cela le pire cauchemar de Kissinger, voir la Chine et la Russie s'unir. Mais en ajoutant l'Iran dans l'équation, c'est bien sûr le plus faible des trois. Pourtant, cela montre comment ces trois grandes puissances eurasiennes se rapprochent et à quel point il est insensé de croire que si l'on se débarrasse de toutes ces inhibitions et que l'on se lance dans la conquête impériale, personne ne pourra vous arrêter. Cela semble mal réfléchi. C'est pire que ça, Glenn. C'est bien pire que ça. Tout d'abord, il y a des acteurs secondaires impliqués. Il y a aussi la Biélorussie, évidemment, et la Corée du Nord. La Corée du Nord possède des capacités nucléaires, bien que, pendant qu'on y est, il puisse aussi y avoir le Cambodge qui est beaucoup plus proche de la Corée du Nord. Il pourrait y avoir, l'autre, la Thaïlande. Laquelle déteste-t-elle? La Thaïlande est en fait, je crois, récemment sous tutelle américaine. Une retenue, oui, le Vietnam, si on commence à aller dans cette direction. Donc oui, les Turcs ne sont pas exactement ravis de nous non plus. Ils ne veulent pas des réfugiés. Ils ne veulent pas que l'Iran soit détruit. Ils ne sont peut-être pas leurs meilleurs amis, loin de là, mais ils ne veulent pas du chaos qui va en découler, surtout à leurs propres frontières. Et il y a d'autres pays impliqués. L'Inde, en ce moment, entretient de mauvaises relations. L'Inde est maintenant un cas intéressant. L'Inde, qui était autrefois la principale force d'opposition au sein des BRICS contre toute idée de monnaie commune, en est aujourd'hui la plus grande partisane. Modi et Trump se sont brouillés à cause de l'attitude matérialiste de Trump, qui veut toujours que tout aille dans son sens. Et comme je le disais, l'Inde est désormais la grande promotrice de cette idée. Je ne dis pas que l'Inde est prête à rejoindre une alliance militaire, mais c'est une possibilité. La Russie joue les médiateurs entre l'Inde et la Chine, et il existe d'ailleurs un commerce assez important entre les deux, ce dont on parle peu. Nous verrons bien, il y a toujours le Pakistan. Le Pakistan, de son côté, a fait des ouvertures envers l'Iran, déclarant que si Israël utilisait une arme nucléaire, le Pakistan en utiliserait une contre Israël pour défendre l'Iran. Il y a donc beaucoup d'enjeux, et pas seulement entre ces trois pays. Il y a beaucoup d'autres facteurs en jeu qui pourraient vraiment changer la donne. Et tu as tout à fait raison. Personne n'aime le grand tyran. La tendance internationale, c'est que si quelqu'un s'en prend à toi, un type, deux types, trois types, tout le monde se dit, on sera probablement les prochains. Donc il est temps de rééquilibrer les choses. Et quand quelqu'un comme Rubio, dans ce que j'appelle son appel au réempire, dit en gros que toute la civilisation occidentale, la seule chose qu'elle ait jamais accomplie, qui vaille quelque chose, c'est l'empire. C'est ce qu'on retient de ce discours. Il n'y avait rien d'autre dans la civilisation occidentale que l'empire. Sa gloire, c'était l'empire. Eh bien, tu vois, il y a plusieurs problèmes là-dedans. D'abord, pour comprendre d'où vient Rubio, tu connais ses origines? Ouais, cubain, c'est ça? Non, eh bien, Cuban, d'où il vient, son père est né à Cuba. Mais ce n'est pas de l'ascendance. C'est juste, tu sais, ton origine récente. SF3 vient d'une noblesse espagnole de rang moyen à mineur.
qui est ensuite devenu partie de la classe des vice-rois. Sa famille, ses ancêtres, il n'y a pas si longtemps, peut-être il y a 150 ans, étaient des vice-rois espagnols. C'étaient les gouverneurs, la noblesse utilisée comme administrateurs dans l'Empire espagnol. C'étaient les grands du coin, et c'est de là que vient sa famille. Et en tant que personne dont la famille est aussi issue de la noblesse, enfin, du côté de ma mère, du côté de mon père, pas du tout. On apprend qui étaient nos ancêtres. C'est quelque chose qui se transmet, et c'est pris très au sérieux. Donc il sait qui étaient ses ancêtres. Il l'a même mentionné dans son discours. Mes ancêtres viennent de... Je ne me souviens plus de la province exacte. Il serait très surpris et impressionné que leurs descendants soient revenus comme diplomates, le principal diplomate en Europe, et ainsi de suite. Il a cette volonté de, je suppose, reconquérir, d'être le vice-roi de l'Amérique latine, ou d'une partie de l'Amérique latine. Donc, l'Empire, c'est ce dans quoi il a grandi, du moins en partie, même si son père a fui Cuba à cause de Batista, et non de Castro. Sa famille a déménagé à Miami 4 ans avant l'arrivée au pouvoir de Castro. Ce n'est pas ce qu'il raconte aux gens, mais c'est ce qui est documenté historiquement. Tout son état d'esprit est donc tourné vers l'Empire. Vous avez affaire à quelqu'un qui croit que le triomphe de la civilisation occidentale, c'est l'Empire, l'asservissement du tiers-monde. Vous savez, ses ancêtres étaient les grands seigneurs qui dominaient les paysans sales et misérables et les maltraitaient parce qu'ils appartenaient à la classe des vice-rois. Et je pense que cela continue de l'influencer fortement aujourd'hui. Oui, non. Je pensais que cette partie était, oui, même avec les fautes, la civilisation européenne a accompli beaucoup de choses. Et je reconnais qu'il y a eu une certaine décadence, surtout en matière de civilité et de moralité après la Seconde Guerre mondiale. Mais réduire la civilisation européenne à nous avions des empires, c'est ce que c'était, c'est ce que nous devons retrouver. C'est intéressant et aussi très révélateur de sa vision. Mais à propos de la conférence sur la sécurité de Munich, comment voyez-vous l'évolution possible des relations entre la Russie et les Européens? Vers une impasse plus sombre, je suppose. Parce que j'ai vu le chancelier Merz y affirmer à Munich, nous avons infligé à Moscou des pertes et des coûts sans précédent. C'est tout de même assez extraordinaire à entendre de la part d'un chancelier allemand. On a aussi entendu d'autres déclarations, notamment de la première ministre danoise, disant qu'il ne fallait plus respecter de lignes rouges et qu'il devrait y avoir des frappes en profondeur sur la Russie. Il semble que toutes les prétentions selon lesquelles il ne s'agirait que d'une guerre par procuration s'effacent peu à peu, et que l'on parle de plus en plus d'une guerre directe. Voyez-vous quelque chose se profiler à l'horizon? Quel est l'état d'esprit en Russie lorsqu'ils entendent cela? Parmi la classe politique, les militaires ou même le grand public. Eh bien, vous savez, le rôle de l'armée est de prendre chaque menace au sérieux et d'élaborer des plans de contingence en conséquence. Le rôle des responsables politiques est de déterminer ce qui constitue réellement une menace et, le cas échéant, de donner des orientations. À ce stade, je pense, du moins d'après ce que j'entends de nombreux responsables politiques et de l'armée, et c'est quelque chose que j'entends depuis le premier jour, bien sûr, et que je dis moi-même, si quelqu'un vous dit qu'il veut vous tuer, prenez-le très au sérieux. Il se peut qu'il n'ait pas les armes ni la capacité de le faire pour le moment, mais il en a l'intention, et il faut accepter qu'il ait cette intention et ce désir de le faire. Cela dit, je pense que ce que nous voyons, c'est que la classe politique commence à se rendre compte que oui, ces gens sont vraiment aussi stupides. Et ces gens sont stupides. On a affaire avant tout à une aristocratie gâtée et consanguine, pour la plupart, qui dirige l'Union européenne. La même aristocratie qu'autrefois, sauf qu'aujourd'hui c'est une république au lieu d'autre chose.
Ce qui est regrettable, c'est que lorsqu'il s'agissait de véritables monarchies, elles contrôlaient mieux leurs idiots, comme ces premiers ministres, qu'elles ne le font maintenant. Aujourd'hui, en tant que république, les pires des pires peuvent accéder au sommet, surtout dans un système fermé qui n'autorise aucune véritable concurrence, et diriger le pays, ce qui aggrave évidemment la situation, comme les républiques ont tendance à le faire avant de mourir. Et toutes les républiques meurent. C'est la 3e ou 4e grande vague de républiques dans le monde, et elles finissent toutes par disparaître, généralement en moins de 200 ans. Elles meurent à cause de ce type de personnes. Le système devient totalement corrompu. Et pour le dire de manière un peu crue, l'or coule, la merde remonte à la surface. C'est ainsi que ces systèmes fonctionnent. Ce sont au mieux des concours de popularité, et en général, les plus populaires ne sont pas les plus intelligents. Et le pire, c'est qu'elles sont tellement truquées que peu importe si vous êtes populaire ou non, vous allez obtenir le pouvoir parce que vous faites partie de cette classe truquée qui a bloqué toute voie d'accès pour quiconque d'autre. Eh bien, la Roumanie est un bon point de départ. Le département d'État américain a annoncé qu'Ursula von der Leyen avait désormais truqué 8 élections en Europe. Pas seulement dans l'UMLA, mais en Europe en général. Parce qu'elle l'a fait 2 fois en Moldavie. Donc, l'UMR s'occupe de truquer les élections. Je sais, c'est choquant, personne ne pouvait s'y attendre. Regardez simplement ce qui s'est passé après la Roumanie. Mon Dieu, vous savez. C'était censé être des élections claires et équitables, mais c'était le mauvais candidat. Les élections ne peuvent pas maintenir de simples candidats au pouvoir. Donc oui, vous regardez des gens qui n'ont aucune notion de la guerre. Enfin, ils en ont une en réalité 2. Premièrement, beaucoup de ces personnes ont pour ancêtre des nazis à part entière. Je veux dire, même si vous regardez la chef du MI6, je ne me souviens plus de son nom, son grand-père était un nazi ukrainien et un meurtrier de masse, un criminel de guerre recherché. Rien de surprenant à cela. Et maintenant, sa petite-fille porte cet héritage. Je ne parle pas d'un héritage génétique, mais familial. Je suis sûr qu'on lui a raconté toutes les gloires de son grand-père, et elle perpétue cela. Et c'est la même chose pour beaucoup de ces gens. Si tu commences à examiner leurs origines familiales, tu verras qu'ils n'étaient pas simplement des membres de la Wehrmacht. La plupart d'entre eux n'étaient même pas des officiers de la Wehrmacht. C'étaient des SS, c'étaient des nazis encartés. Et le nazisme n'était pas seulement présent en Allemagne, il s'est répandu dans toute l'Europe. Je veux dire, la Norvège avait Quisling, qui était très heureux de servir ses maîtres berlinois après l'invasion de la Norvège par les Allemands. Certes, la Norvège aurait de toute façon été envahie par la Grande-Bretagne. La Norvège était dans une mauvaise position, quel que soit le camp choisi. Peut-être qu'avec les Britanniques, cela aurait été un peu mieux qu'avec les nazis. Mais dans tous les cas, on trouve toujours, dans n'importe quel pays, comme en Frise, des gens plus qu'heureux de servir la puissance qui arrive. Et maintenant, avec le temps, et je pense que c'était un objectif, les personnes qui accèdent au pouvoir partout en Europe sont celles dont les ancêtres n'étaient pas seulement, comme je l'ai dit, dans la Wehrmacht ou d'autres armées nationales, mais de véritables membres de la SS, de véritables membres du parti. C'est effrayant quand on y pense, quand on regarde la situation de manière réaliste dans beaucoup de ces pays. Alors on voit des gens en colère. Ils veulent se venger de la Russie. Ils n'ont aucune notion du service militaire, aucune notion de la guerre. En gros, Hitler savait ce qu'était la guerre grâce à la Première Guerre mondiale en tant que caporal. Que c'est Merz, que c'est Scholz, que savent toutes ces personnes. Ils n'ont jamais porté l'uniforme. Ou s'ils l'ont fait, c'était comme Graham. Il était avocat militaire. C'était un avocat du JAG.
c'est tout. Donc il portait un uniforme et il était avocat, ce qui ne change pas grand-chose en réalité. Il ne connaît aucune de ces personnes. Ils ne savent vraiment pas ce qu'est le combat. Ils ne connaissent pas les menaces. C'est facile d'envoyer les enfants des autres là-dedans. Comme l'a dit Albright à un moment donné, à quoi bon avoir une armée si on ne peut pas s'en servir? Eh bien oui, on a une armée pour ne pas avoir à s'en servir. C'est, espérons-le, le but. Mais si votre objectif est l'Empire, alors bien sûr, à quoi bon avoir une armée si on ne peut pas s'en servir? Ces gens sont complètement fous. J'espère vraiment, bien sûr, que le bloc austro-hongrois reste solide, qu'Orbán survive aux prochaines élections et que les prochaines élections en Autriche l'intègrent pleinement au bloc. Si les autres conservateurs obtiennent une supermajorité et disent à l'Umer d'aller se faire voir. Il y a un article, je crois que c'est le 41.7, l'article sur la défense commune de l'UMEB et l'Umerum. Apparemment, von der Leyen a prononcé un discours disant qu'ils allaient faire avancer la question de l'Ukraine, intégrer l'Ukraine à l'UBMN d'ici 2027, et qu'ensuite, tout le monde devra aller défendre l'Ukraine. En gros, tout le monde devra partir en guerre, parce que ça fait partie du marché. Oh, et les pouvoirs de veto vont être annulés pour des pays comme la Hongrie ou la Slovaquie qui ne veulent pas de l'Ukraine dans l'UMEO. Je pense qu'elle serait très surprise de voir combien de pays de l'ULU-EKMEO diraient probablement « Non, nous n'allons pas nous battre » ou se retrouveraient avec une révolution sur les bras s'ils essayaient de forcer leur population. La Grèce et la Bulgarie me viennent à l'esprit à ce sujet. Mais je pense que l'intention du Politburo de l'URSS est clairement tournée vers la guerre et qu'elle est soutenue par des pays clés comme l'Allemagne et la Pologne. La Pologne qui, soit dit en passant, cherche maintenant à obtenir des compensations pour l'occupation soviétique alors que sa population avait doublé après la Seconde Guerre mondiale. Elle diminue chaque année depuis. Vous savez, bon, très bien. Si nous commençons à remonter le temps, que dire de l'annexion par la Pologne de l'Ukraine occidentale et de la Biélorussie occidentale en 1920, ou des 500 ans d'occupation polonaise de terre russe, ou encore des 2 occupations polonaises de Moscou. Je veux dire, si on commence à remonter cette route, pourquoi s'arrêter il y a 80 ans, ou 40 ans? Allons jusqu'au bout. 300 ans, 500 ans en arrière. Qui doit quoi à qui? Voilà le niveau ridicule de ces politiciens. Et je ne vois pas, à moins qu'il n'y ait, vous savez, un coup d'État ou une révolution, que les bons partis prennent le pouvoir dans beaucoup de ces pays et s'éloignent de la guerre. Je ne vois aucune issue à cela. Ils sont fous. Je veux dire, ce sont des gens cliniquement fous. La question des réparations, à mon avis, est assez néfaste. Je comprends l'idée qui la sous-tend, régler les comptes et tout cela. Mais le problème, c'est qu'une fois que l'on crée tous ces incitatifs économiques pour ne pas laisser le passé reposer et pour en tirer profit, c'est un poison pour la diplomatie. Il y aura toujours ces motivations à tirer parti d'anciennes souffrances. Mais bien sûr, c'est éminemment politique. Cela ne se produirait pas s'il n'y avait pas le conflit actuel. Mais, tu sais, tu as soulevé un bon point à propos des évaluations de menaces. Elles reposent sur les capacités et les intentions. Donc, si tu exprimes des intentions hostiles sans en avoir les capacités, je pense que stupide est une bonne façon de le définir, parce que tu annonces à tes adversaires ce que tu veux faire, alors même que tu n'as pas les moyens de le faire. C'est donc quelque chose de très dangereux, et c'est aussi une forme d'auto-sabotage. Cependant, les États-Unis ont à la fois des intentions et des capacités. Ces intentions sont devenues un peu plus claires après le discours de Rubio. Par exemple, chaque fois qu'un drone américain survole la mer Noire, si l'on consulte les canaux Telegram, les gens savent déjà qu'une attaque de drone ukrainien suivra. Ce sont toujours des armes américaines,
des missiles, du renseignement américain. Les États-Unis choisissent les cibles en faisant voler les drones le long de la frontière russe. Donc, cela semble toujours, très clairement, être une guerre américaine. Alors, comment voyez-vous l'impact de cela sur les discussions actuelles entre les Américains et les Russes? Parce que Trump continue d'affirmer qu'il n'est qu'un médiateur et que ce conflit oppose uniquement la Russie et l'Ukraine. Bien sûr, de temps en temps, Rubio et les autres interviennent pour dire que, oui, c'est une guerre par procuration. Mais en même temps, ils veulent être les médiateurs. Alors, comment voyez-vous cela fonctionner dans les négociations? Car à coup sûr, l'humeur en Russie doit devenir assez hostile face à l'implication très très directe des États-Unis. C'est vrai. Je ne peux pas dire exactement ce qui se passe au Kremlin. Je n'y ai pas été invité depuis très longtemps. En fait, jamais. Je me dis, bon, si on lit Newsweek ou les articles de ces autres journalistes, apparemment je suis le meilleur ami de Vladimir Vladimirovitch et au courant de tous les secrets. Mais oui, j'en apprends sans cesse sur moi-même quand on lit ce genre de roman de gare. Mais en réalité, on a vu Lavrov sortir et répéter le même message 3 fois en une semaine, que tout cela n'est qu'une vaste supercherie, que ça mène droit dans une impasse et qu'il faut prendre une décision. Je pense que la patience russe, la patience de Vladimir Vladimirovitch, devrait figurer dans le livre du Zen. Elle est légendaire. Moi, personnellement, j'aurais déjà frappé au moins un coup préparatoire à titre d'avertissement. Les États-Unis, avant tout, ces négociations sont des points. Commençons simplement par ça. C'est du pur théâtre kabuki. Cela ne mène absolument nulle part. Et ça n'ira nulle part. On ne mène jamais des négociations de cette façon. Comme je le dis depuis le début, c'est le McDonald's du drive-in, le fast-food des négociations. Vous n'obtenez pas de la vraie nourriture, vous obtenez de la camelote, du plastique, en gros. C'est exactement la même chose que ce que vous tirez de ces négociations. Je pense que le camp russe disait « Parlons avec les Américains et attirons-les dans notre orbite, car nous pouvons avoir des relations économiques mutuellement bénéfiques. » Eh bien, jusqu'à présent, les 3 hommes d'affaires qui continuent d'y aller, Jared Kushner, Will Cox et l'autre, dont je ne me souviens plus du nom, c'est un banquier d'investissement qui est maintenant à la tête du Bureau fédéral des marchés publics des États-Unis. Il est simplement apparu la dernière fois à Moscou. Je ne sais pas. Peut-être que c'est seulement une excursion. Enzo. Mais vous savez, je pense que l'idée était peut-être de faire bouger un peu la position des Américains parce que nous pourrions avoir des accords commerciaux mutuels. Maintenant, la seule chose que Trump ne veut pas, c'est une guerre longue, ce qu'il pourrait finir par avoir sous la forme d'une guerre de missiles en Iran. Il ne veut pas que des soldats américains meurent par milliers en Russie, ni par centaines, voire par milliers, chaque jour dans une guerre totale, comme le font les Ukrainiens. Cela ne passerait pas très longtemps aux États-Unis. Une fois que les cercueils commenceraient à arriver, il faudrait commander beaucoup plus de drapeaux américains fabriqués en Chine pour recouvrir tous les cercueils qui rentreraient. S'ils empruntaient cette voie, ce serait un suicide pour Trump. En réalité, si l'Iran coule un porte-avions ou même en endommage gravement un, et il en est capable car il reçoit en direct des données radars et satellitaires de la Chine et de la Russie, je l'ai déjà dit à certaines personnes. Elles me répondent « Oh, les porte-avions seront dans l'océan Indien, ils ne pourront pas les localiser. » Pourquoi pensez-vous qu'ils ne pourraient pas les localiser? Combien de satellites russes y a-t-il? Environ 170. Et de satellites chinois, environ 300. Vous pensez qu'ils ne peuvent pas les suivre en temps réel? Bien sûr que si. C'est la même chose que font les États-Unis et le Royaume-Uni pour l'Ukraine en mer Noire.
Même si cela se produit, ce serait un coup massif et dévastateur, et peut-être un coup menant à la démission pour Trump, car il n'a pas l'approbation du Congrès. C'est ainsi que le Congrès joue sur les deux tableaux. Si vous gagnez, nous avons toujours été derrière vous. Si vous perdez, nous ne vous avons jamais autorisé à faire cette guerre, donc nous allons vous attaquer pour nous faire un nom. C'est hypocrite, mais c'est la politique américaine. Dans ce cas, si vous écoutez ce qu'a dit Marco Rubio, nous avons besoin que nos alliés soient forts. Nous devons commencer à reconstruire votre empire. Allez vers l'Est, jeune homme. Allez vers l'Est et mourrez sous les chars et le feu de l'artillerie russe. C'est ce qu'ils veulent que les Européens fassent. Les États-Unis ne vont pas mener cette guerre. Les États-Unis vont tirer profit de cette guerre. Quelque chose que j'ai mentionné à plusieurs reprises. Vous savez comment les Américains appellent la Seconde Guerre mondiale? La Grande Guerre. Pas parce qu'elle était grande par sa taille, mais parce qu'elle a été grande pour l'Amérique. La Seconde Guerre mondiale a sorti l'Amérique de la Grande Dépression et l'a remise sur pied économiquement. Et comme tout le monde se frappait les uns les autres, selon à qui vous demandez quand la Seconde Guerre mondiale a commencé. Pour les Russes, c'était en 1941, pour les Européens, en 1939, pour les Chinois, en 1936. Parce que tout le monde s'est frappé assez fort, les États-Unis se sont retrouvés comme la première superpuissance économique. Je crois qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pays représentait environ 50% du PIB mondial. Et c'était une grande guerre. Ils sont passés d'une grande dépression, ayant perdu environ 10% de la population, à devenir soudainement une superpuissance économique mondiale. Peut-être pas la superpuissance militaire, enfin, pas la superpuissance dominante, car l'Union soviétique était immense à cette époque aussi, mais sur le plan économique, ils étaient la superpuissance. Donc le premier article que j'ai lu, je crois que c'était dans Foreign Affairs, si je me souviens bien, en 1999, disait « Nous avons besoin d'une autre grande guerre. Nous avons besoin d'une autre grande guerre européenne. » De cette façon, nous pouvons annuler nos dettes, devenir créanciers et reconstruire l'Europe. Maintenant, si Forbes en parlait, cet article de 1999, c'est bien qu'ils en discutaient déjà depuis un bon moment avant cela. Donc même si nous partons de 1999 depuis 27 ans, les États-Unis se préparent à pousser l'Europe dans une course suicidaire contre qui d'autre? Contre la Russie. Ils n'iront pas contre la Chine. La Chine est trop loin. Mais contre la Russie. Et si tout le monde est détruit, nous pourrons venir, ramasser les morceaux qui nous intéressent, annuler nos dettes et vous reconstruire avec de gros crédits, tout en vous dépouillant de tout ce qui a de la valeur. Et c'est là le but américain dans tout cela. L'Amérique ne va pas combattre directement la Russie. Ce serait du suicide. Ce qu'ils vont faire, c'est rester neutres. Et une fois que les combats auront commencé, ils vendront du matériel et du carburant aux Européens sous pavillon américain. Si la Russie coule un navire amiral américain, ce sera le déclenchement d'une grande, très grande guerre, possiblement une guerre nucléaire. La Russie se bat contre l'Europe, et tu sais, tous ces petits gens se font tuer, les mêmes dont ils tireront profit plus tard. Et les gens vont dire, impossible, ils ne peuvent pas être aussi mauvais, ils ne peuvent pas vraiment faire ça, c'est insensé. Ce sont les gens d'Epstein, ce sont des gens qui mangeraient littéralement leurs propres enfants. Et tu t'attends à de la moralité de leur part. C'est ça le fond du problème. Avec qui allons-nous devenir les meilleurs amis? Combien devons-nous sacrifier? Qui s'en soucie? Ce ne sont pas de vraies personnes, mais elles sont à nous. Et par à nous, je ne veux même pas dire les Américains. Je parle de notre clique. Ce sont ces gens-là qui vous disent qu'il faut réduire l'humanité à 500 millions de personnes de la classe dorée
Mais en réalité, cette classe dorée comptera environ un demi-million d'individus. Ensuite, peut-être 20% à 30% seront les instruits à leur service, et le reste sera composé de paysans. Je veux dire, ce sont eux qui propagent ces idées. Croyez-moi, ils le veulent vraiment. Ils n'ont peut-être pas la capacité de le faire pour l'instant, mais s'ils continuent à vous dire qu'ils le veulent, c'est parce qu'ils le veulent. C'est ce qu'ils ont vraiment dans l'âme. Ils l'ont encore. Eh bien, c'est une autre chose qui semblait claire dans le discours de Rubio. Depuis la réélection de Trump, la question persistante a été « Quel est l'objectif ici, en termes de perte de l'unipolarité ? Souhaite-t-on la restaurer ou s'adapter à la multipolarité ?» Je pense que cela a été clarifié. De même, concernant la relation avec la Russie, l'objectif est-il de mettre fin à ce conflit séculaire, d'affaiblir la Russie ou d'en confier la gestion aux Européens? Je pense que cela aussi a été tranché. Mais non, il s'agit peut-être, vous savez, d'intentions plus sombres envers l'Europe. Et personne ne veut l'entendre. Parce que, vous savez, nous avons un récit fondé sur 80 ans d'histoire d'une alliance bienveillante entre des peuples partageant les mêmes valeurs. Mais vous savez, sur cette chaîne, j'ai reçu Harald Kujat à 2 reprises. Il était l'ancien chef de l'armée allemande et a même occupé le poste le plus élevé au sein de l'OTAN. Il soutient non seulement que l'OTAN a provoqué la guerre, mais aussi que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont saboté les efforts de paix, à la fois à Minsk et à Istanbul. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est qu'il affirme également qu'une partie de la raison était de saboter l'Allemagne, qui sont en train d'épuiser toutes les ressources et les industries du pays. Donc, affaiblir l'Allemagne et se renforcer eux-mêmes. Je veux dire, ça paraît fou, parce que personne n'invite jamais des gens qui tiennent ce genre de propos dans une émission d'actualité. Je trouve toujours intéressant que personne ne semble vouloir parler à l'homme qui occupait le poste le plus élevé, celui qui dirigeait les forces armées allemandes. Personne ne veut l'entendre. Mais encore une fois, les journalistes, eux, ont une fenêtre toujours ouverte sur la tête de Poutine. Combien d'articles ai-je vus où ils prétendent connaître toutes les pensées de Poutine, ses sentiments, ses peurs, ses aspirations, comme s'il s'agissait de faits? C'est devenu si courant que les gens ne se demandent même plus vraiment d'où cela vient. Quelles sont donc ces excellentes sources? C'est assez extraordinaire. Mais oui, désolé, ma dernière citation. Désolé, allez-y. Une autre chose à ajouter sur ce sujet de la relation prétendument bienveillante entre l'Amérique et en particulier l'Europe occidentale et centrale. J'ai une seule chose à dire à ce propos, l'opération Gladio. Et si quelqu'un ne sait pas ce qu'est l'opération Gladio, allez vous renseigner. Ce sont les armées de l'ombre. Enfin, je connaissais déjà l'opération Gladio au départ. J'ai eu une interview avec la colonelle Towner. Elle est colonelle de l'armée de l'air à la retraite. Et elle est très investie dans ce sujet. J'avais écrit quelques articles à ce sujet, donc j'en savais déjà pas mal. Mais elle est à un tout autre niveau. Et vous savez, vous devriez l'inviter un jour pour en parler. C'est incroyable. Toute la quantité de terrorisme, d'assassinat, de contrôle politique. Je veux dire, un contrôle brutal, dur, un contrôle sanguin que les Américains exerçaient depuis 1948. Et bon sang, bien sûr, l'opération Gladio, ces armées de l'ombre financées et entraînées par la CIA, tentaient d'assassiner De Gaulle et son entourage. C'est pour cela que l'OTAN est maintenant en Belgique et non plus à Paris, parce qu'ils ont essayé de tuer De Gaulle alors qu'ils tentaient de négocier et de se débarrasser de l'Algérie. De Gaulle a compris assez vite, il n'était en aucun cas un homme de gauche, mais il a réalisé que si la France gardait l'Algérie, elle finirait simplement submergée par les gens, ce qui s'est produit de toute façon après lui, parce qu'ils ont ouvert les frontières. Il a vu ce qui allait arriver, ce que la France allait devenir.
Il a dit non, c'est un boulet autour de leur cou, nous n'avons pas besoin de l'Algérie. Il y a eu un coup d'État contre lui en Algérie, mené par un groupe d'officiers français, et avec l'aide de membres de la CIA, ils ont tenté de l'assassiner, lui et toute sa famille. De Gaulle l'a pris personnellement et a exterminé ces types, une véritable campagne d'extermination contre ses ennemis. Ensuite, il a dit à l'OTAN de dégager et à quitter l'Alliance, ce qui lui a valu une révolution de couleur et tout le reste, et il a exigé qu'on lui rende son argent, en or, pas en papier américain. Donc oui, toute cette affaire d'or a fini par déclencher une révolution de couleur à cause de tout cela. Mais le fait est que les États-Unis n'ont jamais été cet ami bienveillant de l'Europe. Les États-Unis ont tenu l'Europe par la terreur, par l'assassinat, par la force brutale extrême. Pendant ce temps, ils formaient cette génération de politiciens d'aujourd'hui qui sont des vendus. Vous savez, quand von der Leyen a dit « Je me sens aussi chez moi en Amérique qu'en Allemagne », elle ne mentait pas. Je veux dire, avec ces gens-là, on en vient à se demander où se trouve vraiment leur loyauté. Et l'une des autres choses que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est la manière dont la CIA opère avec les étrangers. La CIA va voir un général dans un certain pays et lui dit « Eh, nous voulons que tu travailles pour nous. Nous allons te nommer major de la CIA. Voici tes passeports. Nous garderons tout ça. » Tu fais le travail que tu es censé faire, et si tout tourne mal, ou quand tu veux partir, tu viens aux États-Unis. On a une maison pour toi. Tu commences à travailler pour la CIA comme major, comme capitaine, peu importe, au lieu d'être général comme tu l'étais. Mais tu sais que tu as cet argent mis de côté et qu'une plateforme d'atterrissage t'attend. Et c'est comme ça qu'ils achètent les gens. Je veux dire, c'est plutôt bien pensé. C'est malfaisant, mais ingénieux d'une certaine manière. Et ils font ça en permanence. Alors, tu commences à te demander qui dans tes services de sécurité travaille vraiment pour toi? Pour qui travaille-t-il en réalité? Qui sont les véritables maîtres des médias, et ainsi de suite. Il y a eu une corrosion et une corruption de l'Europe centrale et occidentale depuis le milieu des années 1940, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si nous voulions une véritable paix en Europe, eh bien, en 1948, Staline a demandé à rejoindre l'OTAN, qui venait tout juste d'être créée. Elle a officiellement vu le jour en 1949. Il n'avait tout simplement pas bien compris qu'elle se formait contre lui. Enfin, pas contre lui personnellement, mais contre la Russie en général, l'Union soviétique, comme vous voulez l'appeler. Mais vous savez, si vous vouliez une structure défensive en Europe, la voilà. 1948 était une occasion idéale. 1992 en était une avec Eltsine. Et 2000 en était une autre avec Poutine. Mais ils ont tous demandé à rejoindre l'OTAN. Évidemment, cela n'intéressait personne. L'OTAN avait besoin d'un ennemi. L'OTAN a besoin de mener une guerre, sinon l'OTAN cesse d'exister. C'est une dépense. Alors, qui va mener cette guerre? On dirait bien que ce seront les Américains. Ils ont déjà la Chine à gérer, vous savez. Alors voilà, Européens, retournez à l'Empire. Empire part vers l'Est, va mourir, pour que nous puissions faire de l'argent. Voilà, en résumé, le discours de Marco Rubio.